tout mouvement dans notre environnement, que ce soit les voitures, les avions, utilisent de l'énergie. L'énergie pour avancer, eh bien aujourd'hui, le programme des classes de niveau première CD contient ce chapitre qu'on appelle énergie cinétique. Et pour en parler aujourd'hui, nous serons avec le professeur Peglo Marius. Mais bien avant, l'inspecteur Saba est également à nos côtés pour nous donner son avis ou ses conseils à votre endroit, histoire de vous permettre de bien en profiter. Inspecteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le thème est l'énergie cinétique de translation. En fait, nous distinguons deux types de mouvements. On a la translation et la rotation. L'énergie cinétique, comme vous l'avez dit, est l'énergie que possède tout corps en mouvement. Les physiciens s'intéressent à ce type d'énergie parce que sa variation vaut la somme, ou bien nous donne une idée sur la somme des travaux des forces appliquées à un système. Alors, ainsi détaillé, vous aurez plus de détails, encore plus de détails tout à l'heure avec le professeur Peglo Marius. Nous parlons bien sûr de l'énergie cinétique de translation. Eh bien, pour les élèves de niveau première C et D, nous sommes en physique et c'est parti. Bonjour chers élèves de la classe de première et de première C et de première D. Ce matin, nous voulons continuer la révision dans un chapitre de la physique particulièrement. Je suis enseignant de sciences physiques, mais ce matin, nous voulons aborder un chapitre sur la physique. Et le thème de notre leçon, c'est énergie cinétique de translation, comme venait de le dire monsieur l'inspecteur. Alors, quelqu'un se pose la question à ce moment, pourquoi l'énergie, ou bien à quoi ça sert l'énergie cinétique? Je voudrais vous rassurer que chaque jour, toi et moi, et vous et moi, nous faisons usage de l'énergie cinétique. Dès que nous nous mettons en mouvement, nous avons fait usage de l'énergie cinétique. Et je voudrais vous rassurer que si nous prenons l'exemple d'un avion, avant que l'avion ne puisse décoller, il y a dans un premier temps les forces de moteur qui communiquent à cet avion, ce que nous appelons une accélération, laquelle accélération permet à l'avion de parcourir une certaine distance et après cela, l'avion acquiert cette forme d'énergie que nous appelons l'énergie cinétique pouvant permettre à l'avion de décoller. Également, lorsque nous prenons par exemple les montagnes comme le pic d'Agou, on nous dit que le pic d'Agou est le sommet le plus haut de notre pays. Les gens se demandent parfois quel est le type de décamètre utilisé pour mesurer cette hauteur-là. Je voudrais vous rassurer qu'on n'a pas forcément besoin d'un décamètre pour le mesurer, mais on a juste besoin d'une voiture, par exemple, qui quitte le pied de la montagne et qui va au sommet de la montagne. À partir de la vitesse de départ et la vitesse d'arrivée et les forces qui ont agi sur cette voiture-là, on peut facilement évaluer la hauteur de cette montagne. Et quand vous allez également dans les cirques où on met les jeux en place, laissez-moi vous dire que c'est à base de l'énergie cinétique qu'on fait la plupart des calculs pouvant mettre en place ces jeux. Et donc, dès que toi et moi nous nous mettons en mouvement, nous faisons usage de l'énergie cinétique. Lorsqu'une voiture heurte une autre voiture dans son mouvement, le dégât est aussi considérable que l'énergie cinétique est importante. Voilà pourquoi vous venez des panneaux de limitation de vitesse pour éviter, même s'il y a un choc, pour éviter que les dégâts ne soient très considérables. Alors, nous allons évoluer ensemble. Et l'objectif que nous voulons poursuivre dans cette partie, c'est l'application du théorème de l'énergie cinétique. L'application du théorème de l'énergie cinétique nous permet de déterminer les grandeurs liées au mouvement, telles que la hauteur par exemple, telles que la vitesse ou l'intensité d'une force. Je vais donc vous demander d'avoir à côté vos cahiers de cours pour mieux me suivre. Parce que le temps que nous avons n'est pas aussi suffisant pour que vous puissiez prendre note de tout ce que je vais passer. Alors,
nous parlons de l'énergie cinétique de translation. L'énergie cinétique de translation, pourquoi nous insistons sur translation? Parce qu'il y a aussi la rotation. Et nous allons définir l'énergie cinétique de translation. Nous disons qu'un objet de masse m qui est animé d'un mouvement de vitesse v de son centre d'inertie possède donc une énergie appelée énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Et l'énergie est exprimée en joules lorsque la masse est en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Alors, nous allons maintenant toucher de doigt ce sur quoi nous voulons nous focaliser ce matin, l'application du théorème de l'énergie cinétique. Et l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique nous dit quoi? La variation de l'énergie cinétique d'un solide en mouvement entre deux instants ou entre deux positions est égale à la somme des travaux de force extérieure appliqués au solide entre ces deux instants. C'est-à-dire que lorsqu'un solide se met en mouvement d'un point A vers un point B, par exemple, entre A et B, il y a des forces qui ont été appliquées à ce solide-là. Donc, la variation de l'énergie cinétique qui a eu lieu entre les positions A et B, cette variation-là est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide. Et donc, mathématiquement, cette variation, cet énoncé que nous venons de donner, est donné par la relation delta EC. Delta pour nous en physique signifie variation, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale qui est égale à sigma des forces extérieures. Sigma, ça veut dire somme des forces extérieures. Et comme nous venons de définir l'énergie cinétique comme étant 1/2 de mv carré, cette relation est équivalente donc à 1/2 de m. La vitesse finale au carré moins 1/2 de m, la vitesse initiale au carré, égale à la somme des travaux de force extérieure. Alors, nous venons de voir que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de force extérieure. Et donc, pour pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique, nous avons besoin d'une grandeur qu'on appelle le travail. Ici, nous allons nous limiter au travail d'une force constante. Et donc, c'est quoi d'abord une force constante? Une force constante est une force qui garde le même sens, la même direction et la même intensité au cours du mouvement. Ici, le travail d'une force constante F dont le point d'application se déplace de A vers B est donné donc par la relation. Si nous voyons ici sur le schéma, nous voyons un point A et un point B. La force ici fait déplacer cet objet du point A vers le point B. Et l'angle entre la force et le déplacement AB est égal à l'angle alpha. Mathématiquement, le calcul du travail est égal à quoi? Travail de F pour un déplacement de A vers B est égal au vecteur force scalaire, le vecteur déplacement AB. Ah oui, les produits scalaires, le langage utilisé en physique, ce sont les mathématiques. Et donc, travail de A vers B de la force F, ça fait la force F scalaire, le vecteur AB. Et les mathématiciens nous ont défini le produit scalaire, ce qui fait l'intensité de F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Le travail est exprimé en joules aussi bien que l'énergie. Alors, nous allons voir quelques exemples particuliers. Lorsque nous prenons la force F qui fait déplacer un objet de A à B et que F est perpendiculaire à AB, le travail est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'angle entre la force et le vecteur déplacement est égal à 90 degrés et cosinus 90 degrés est égal à 0. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal à 0. Si notre force est donc perpendiculaire au déplacement AB, le travail est nul.
Dans le cas où la force est parallèle au déplacement ou collinéaire au déplacement et est dans le même sens que le déplacement, le travail se résume au produit des normes de deux vecteurs, c'est-à-dire l'intensité de la force F fois AB, puisque alpha égale à 0 et cosinus alpha est égal à 1. Dans le cas où la force est toujours collinéaire ou parallèle au déplacement, mais dans le sens contraire du déplacement, nous avons le produit scalaire en ce moment qui est le travail de F qui est égal à l'opposé du produit des normes. Pourquoi? Parce que alpha égale à 180 et cosinus 180 égale à moins 1. Donc, le travail de F est égal à moins F fois AB. Nous allons voir deux cas particuliers auxquels nous nous intéressons beaucoup dans nos résolutions. Il s'agit du travail du poids. Pourquoi le poids? Parce que tout objet qui a une masse a naturellement un poids. Et donc, le travail du poids, au lieu de vous laisser vous perdre encore dans les calculs mathématiques, nous l'avons résumé déjà au cours que je veux vous rappeler. Le travail du poids pour un déplacement lors d'une descente est égal à mgh, il est positif. Le travail du poids lors d'une montée est égal à moins mgh qui est négatif. Travail moteur lorsque l'objet descend et travail résistant lorsque l'objet monte. Donc en généralisant, nous avons le travail du poids qui donne moins mgh. Nous avons un autre cas particulier, le travail des forces de frottement. Les forces de frottement, ce sont des forces opposées au vecteur vitesse et collinéaires ou parallèles au vecteur vitesse. Leur travail se résume simplement à moins F fois le déplacement. Et le déplacement ici pour nous, c'est AB. Donc, le travail de petit f qui est la force de frottement est égal à moins F fois AB. Alors, voilà le résumé succinct de notre cours. Nous allons appliquer donc ce cours-là à partir d'un exercice. Et comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, que l'énergie cinétique permet d'établir, de mettre en place des jeux. Notre exercice va porter sur un jeu. Alors, nous allons lire l'énoncé ensemble. Un dispositif pouvant servir à l'élaboration d'un jeu est formé d'un rail ABCD constitué de trois parties, AB, BC et CD, situées dans le même plan vertical. AB est incliné de alpha égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale, BC horizontale et CD un quart de circonférence de rayon R égale à 50 cm. C'est ce que nous décrit ici la figure que nous voyons. Le jeu consiste à lâcher sans vitesse une bille de masse M égale à 180 grammes en un point J situé entre A et B pour qu'elle atteigne le point D avec une vitesse nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on abandonne la bille en un point J quelque part ici et lors de son mouvement, si sa vitesse arrive à s'annuler en B ou bien la bille arrive à s'immobiliser en D ici, vous avez gagné le jeu. Alors, nous continuons. Les forces de frottement existent seulement sur la partie BC, la partie horizontale, et sont équivalentes à une unique force F parallèle à BC et opposée au vecteur vitesse. On nous donne G qui est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Alors, les questions maintenant. Première question. On nous demande, la bille est lâchée en un point J entre A et B. Petit a, représenter les forces appliquées à la bille sur AB, BC et CD. Petit b, à quelle distance JB faut-il lâcher la bille pour qu'en B, sa vitesse VB soit égale à 5,5 mètres par seconde. Question suivante. La bille aborde BC avec la vitesse VB précédente et atteint le point C avec une vitesse VC égale à 2 mètres par seconde. Sachant que BC égale à L égale à 4 mètres, calculez l'intensité de petit f.
Dernière question qui est petit 3. À quelle hauteur H égale à JK faut-il lâcher la bille pour que le jeu soit gagné? Voilà donc notre exercice que nous allons traiter ensemble. Et pour traiter cet exercice ensemble, j'ai un petit conseil à vous donner ou bien un rappel important. Le rappel, c'est quoi? Dans la pratique, pour pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il est important dans un premier temps de définir, mais ici, je vais me limiter plutôt au mot identifié pour vous en classe de première. En classe de première C ou de première D, c'est d'arriver à identifier l'objet ou le mobile ou le solide qui est en mouvement. C'est le premier élément. Donc ici, dans notre exercice, il s'agit de quoi? Il s'agit de notre bille de masse M. Dans un second temps, on se pose la question, quelles sont les forces qui ont été appliquées à cette bille-là dans son mouvement? Donc on fait l'inventaire de ces forces. Et dans un troisième temps, qui n'est pas, certains ne trouvent pas ça que c'est aussi important, mais je vous encourage à le faire à tout moment, à représenter ces forces-là appliquées à votre solide en mouvement qui est ici notre bille. Donc, je reprends 3 éléments importants. Arriver à identifier le solide en mouvement, arriver à faire l'inventaire des forces qui lui sont appliquées et ensuite représenter ces forces-là. Lorsque vous arrivez à faire ces 3 choses, vous facilitez l'application de ce théorème pour vous. Première question, on nous demande ici de représenter les forces appliquées à la bille sur les parties AB, BC et CD. Alors, regardons. Sur la partie AB, le plan est incliné. Nous avons dit que lorsqu'un objet a une masse, l'objet a forcément un poids. Donc, la bille ici a un poids P vertical orienté vers le bas. La bille se déplace sur un support. Notez bien que tout objet posé sur un support, là où vous êtes assis maintenant, sur votre chaise, la chaise exerce sur vous une certaine réaction. Donc ici également, notre bille subit de la part de son support une réaction qui est perpendiculaire au support que nous appelons réaction normale. Nous avons également sur BC, nous avons à part le poids dû à la masse, la réaction normale due au support, nous avons la force de frottement que le test nous a précisé. Sur la partie CD, nous avons le poids dû à la masse et nous avons la réaction normale due au support.
Donc voilà. Et ici, la question a été posée, mais je vous encourage, même si la question n'est pas posée, prenez le temps de représenter ces forces et vous facilitez pour vous l'application de ces théorèmes. Question suivante, on nous dit à quelle distance JB faut-il lâcher la bille pour qu'en B, sa vitesse soit VB égale à 5,5 mètres par seconde. Nous rappelons toujours le schéma, très important. Ici, c'est la portion du schéma de J à B seulement qui nous intéresse. Donc, sur la portion de J à B, nous avons le poids P et la réaction R. Donc, nous allons commencer par appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, le théorème de l'énergie cinétique pour un déplacement de J à B, c'est ça qui est delta E, c'est pour un déplacement de J à B, qui est égal au travail du poids, qui est la force, l'une des forces, plus le travail de Rn, qui est l'autre force. Donc, ça fait la somme des deux travaux-là. Et donc, ici, nous constatons que notre réaction normale, qui est cette force-là, elle est perpendiculaire à AB. Et nous avons vu déjà dans le rappel de cours que lorsqu'une force, lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, le travail de Rn est égal à 0. Et le travail du poids P, ici, nous sommes dans une descente. La bille descend. Donc, le travail, ça fait mgh. Et ici, la hauteur parcourue pour un déplacement de J à B, lorsque nous nous servons de nos notions mathématiques trigonométriques, nous trouvons que la hauteur h est égale à JB fois le sinus de l'angle entre nos deux vecteurs. Donc, ça fait JB sinus alpha. Et en détaillant, ça fait 1 demi de m VB carré moins VJ carré égale à mg JB sinus alpha. Et nous déduisons la vitesse au carré qui fait 2G JB sinus alpha. Et au finish, nous obtenons le résultat qui est JB qui fait VB carré sur 2G sinus alpha. En posant le calcul numérique, nous n'avons pas posé le calcul ici, juste parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais quand vous posez le calcul avec toutes les données du sujet, vous trouvez avec moi JB égale à 3,08 mètres que je vous demande de vérifier. Question suivante. On nous dit que la bille aborde BC avec une vitesse VB, la vitesse VB précédente, et atteint le point C avec une vitesse VC égale à 2 mètres par seconde. Sachant que BC égale à L égale à 4 mètres, calculez l'intensité de F. Voilà, nous voulons calculer l'intensité d'une force qui est l'une des applications du théorème de l'énergie cinétique. Donc, je rappelle toujours la portion du schéma sur lequel nous travaillons, qui est BC, et les forces appliquées à notre bille. Nous avons la réaction, nous avons la force, nous avons le poids, et nous allons donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour un déplacement de B à C. C'est très important. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre deux positions ou entre deux instants. Donc, ceci nous donne la somme des travaux de P, de Rn et de F. Ce qui continue, nous obtenons, en continuant, nous obtenons 1 demi de m. VC carré moins VB carré égale à 0 pour le travail du poids P. Pourquoi? P perpendiculaire au déplacement BC. Son travail est nul. Rn perpendiculaire au déplacement BC. Son travail aussi est nul. Donc, la somme des travaux se résume au travail de la force de frottement qui fait moins F fois L, tout simplement. Et donc, nous obtenons, en déduisant, nous obtenons comme résultat F, l'intensité F, qui est égale à M facteur de VC carré moins VB carré sur 2L. En posant les calculs, nous trouvons petit f égale à 0,6 newton. La dernière question de notre énoncé, on nous demande à quelle hauteur h égale à jk faut-il lâcher la bille pour que le jeu soit gagné? Oui, n'oubliez pas, notre exercice consiste à gagner un jeu. C'est l'objectif visé par l'exercice, gagner un jeu. Et donc, pour gagner le jeu, nous allons voir maintenant ce qu'il faut. Je rappelle maintenant
la première question où nous avons pris le temps de représenter les forces appliquées à notre bille sur la portion AB, sur la portion BC et sur la portion CD. Et donc sur la portion AB, nous avons la réaction et le poids. Sur la portion BC, en plus de la réaction et le poids, nous avons la force de frottement. Sur la portion CD, nous avons le poids et la réaction normale toujours. Alors, nous appliquons cette fois-ci le théorème de l'énergie cinétique parce que, d'après les questions précédentes, certains pouvaient imaginer que c'est seulement entre 2 points consécutifs qu'on applique le théorème de l'énergie cinétique. Ce n'est pas vrai. Maintenant, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique depuis le point J jusqu'au point D. Donc, entre J et D. Et donc, ça fait delta E, c'est pour un déplacement de J à D, égale au travail de P plus le travail de Rn plus le travail de F, les 3 types de forces auxquelles nous avons affaire ici. Et donc, nous allons voir que le travail du poids P, le poids P a été appliqué sur AB, sur BC comme sur CD. Donc, le travail du poids P, ça fait la somme des travaux sur ces 3 portions. Sur AB, le travail du poids P fait MGH. Sur BC, P est perpendiculaire, donc le travail donne 0. Sur CD, ici nous sommes en montée. Voilà un exemple de montée. Donc en montée, le travail fait moins mg fois la hauteur. Et pour un déplacement de C à D, la hauteur parcourue fait le rayon simplement de notre circonférence. Ce qui fait moins mg r. Et nous obtenons donc le travail de Rn aussi. Rn sur AB, perpendiculaire à AB, son travail là-bas est nul. Perpendiculaire à BC, son travail est nul. Perpendiculaire à CD, son travail est nul. D'aucuns se poseront la question, comment on peut dire perpendiculaire à une portion de cercle? Oui, une portion de cercle ou une portion de circonférence n'est qu'une association de petits segments. Et sur chaque petit segment, la réaction R lui est perpendiculaire. Et donc, nous avons le travail de petit f. Comme F petit f force de frottement est appliqué seulement sur BC, ça fait moins F fois L. Et nous avons aussi la vitesse en J. On dit abandonner en J sa vitesse initiale. Donc la vitesse en J est nulle. Pour que le jeu soit gagné, il faut que le solide s'immobilise, la bille s'immobilise en D. La vitesse en D également est nulle. Ce qui revient à écrire simplement cette relation demi de M VB carré, demi de M VD carré moins VJ carré égale à MGH moins MG petit r moins FL. Et nous déduisons donc la hauteur qu'il faut pour que le jeu soit gagné, qui fait FL sur MG plus petit r. En faisant les calculs numériques, nous trouvons H égale à 1,84 mètres. Chers élèves, nous voici arrivés à la fin de notre exercice. Mais ne pensez pas que ce seul exercice est suffisant pour vous permettre à mieux comprendre ce que nous venons de faire. Pour approfondir et mieux assimiler, je vais vous donner 2 exercices dans le document collection G. Martin de la première S, première C ou première CD, que nous appelons première S. Donc, à la page 46, l'exercice numéro 7 est également une application de ce que nous venons de faire. Vous verrez également à la page 48, l'exercice numéro 15 également que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre. Chers élèves, je vous dis merci pour votre aimable attention. Merci, professeur Peglomarus. Mais moi, je m'en vais vous donner encore 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes, pour nous dire l'essentiel. L'essentiel à savoir, quand on a en face un exercice contenant ce chapitre sur l'énergie cinétique et de translation. Parce que c'est vrai que c'est un grand chapitre, c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration et d'application. Mais sur l'exercice que vous venez de faire, qu'est-ce qu'on peut retenir exactement? Je veux aussi faire allusion au théorème de l'énergie cinétique. Quelqu'un qui a en face un exercice pareil, quel conseil vous pouvez lui donner pour s'en sortir? Ok.
Alors, je dirais que dans un premier temps, lorsque nous prenons le temps de lire l'exercice du début jusqu'à la fin, il est important de reprendre l'exercice et d'être sûr d'avoir mieux cerné. Et après avoir cerné les contours de l'exercice, comme je l'ai dit, il faut identifier l'objet en mouvement. Il faut arriver à faire l'inventaire des forces appliquées à l'objet en mouvement. Et comme nous l'avons dit, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, cela s'applique entre deux positions. Il faut donc identifier les deux positions entre lesquelles nous voulons appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Et lorsque nous arrivons à mettre en place tous ces éléments, nous pouvons passer au calcul mathématique tout simplement. Et je voudrais rappeler à nos élèves que le cours de sciences physiques, il est important de connaître le cours. Quand on était au collège, il suffit simplement de bûcher les formules. Mais maintenant, il faut connaître les formules dans les conditions bien déterminées afin de pouvoir en faire une application simplifiée. Parce que laissez-moi vous dire, la science physique, c'est l'une des matières les plus passionnantes que j'ai eu à rencontrer durant mon cursus scolaire. Aujourd'hui, je travaille dans ce domaine avec passion. Merci, professeur. S'il le dit si simplement, c'est parce que c'est simple. Il suffit d'apprendre les cours et de connaître les conditions dans lesquelles les appliquer. Et c'est très important. Alors, nous sommes à la fin de ce module. On se retrouve dans un prochain module d'Abonne École. Prenez soin de vous et respectez les règles et les mesures barrières contre le coronavirus. Merci beaucoup.